Bonsoir, madame, monsieur, bienvenue. Equinox Soir, élu président du Sénat en 2013, Marcel Nyadi Fendi, deuxième personnalité du pays dans l'ordre protocolaire, a attendu 4 années pour obtenir une résidence de fonction, installée depuis 1984. Année de sa nomination à la tête du Conseil économique et social, Ayan Luc fait les frais aujourd'hui du plan de recasement des services de l'Assemblée nationale suite à l'incendie de décembre 2017. Président du Conseil d'administration du Conseil économique et social, il est donc appelé à libérer la résidence où il aura passé 34 années en s'en servant parallèlement comme bureau. Et que dire de ces ministres qui ont passé plusieurs années dans des hôtels à Yaoundé, faute de maisons de fonction? Institutions et hautes personnalités, quand le local et le logement font problème. Madame, monsieur, c'est le fait du jour. Bienvenue une fois de plus sur Equinox ce soir. Pour en parler, je suis avec Ange Sama. Bonsoir. Bonsoir Serge. Vous êtes ancien président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Ancien président et actuellement président de la Ligue départementale d'athlétisme du Mfundi. Oui. Donc, que j'occupe un peu. Vous savez, quand on a une passion, on reste dans cette passion. Ouais. Voilà. Vous êtes observateur de la scène politique camerounaise? Disons un observateur assez éloigné d'ailleurs de la scène politique parce que... Vous êtes au courant, vous voyez tout ce qui se passe quand même. Oui, c'est-à-dire qu'on observe, en tant qu'observateur, on observe. Donc on pense un peu, on a un peu la mesure. Oui, on pense qu'on a, enfin je pense en fait, j'ai toujours en tant que citoyen, parce qu'on dit en général que si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui vous fera. Donc quelque part, on doit faire de la politique sans vouloir le faire. Donc c'est l'occasion pour moi de dire bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox ce soir et à tous les panélistes qui m'accompagnent ce soir. Voilà, il y a un autre qui vous accompagne justement, lui c'est André Luther Meka. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'être invité à cette émission. Enseignant, sociologue. Enseignant, sociologue, communicateur. Oui. Nous surfons dans les sciences. Oui. C'est mon statut. Ok. Également sur ce plateau, Casimir Désiré Tagné, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir André Luther, bonsoir Ange Sama et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Voilà, vous êtes directeur de la publication Le Jeune Enquêteur. Oui, je suis également reporter au Jeune Enquêteur, mais surtout journaliste d'investigation. Ouais, journaliste d'investigation. Donc je commence avec vous. Il y a cette... en ouverture, le sous-préfet Douala Premier vient d'interdire la tenue des manifestations publiques projetées samedi 15 septembre 2018 à la salle des fêtes d'Aqua et dans certaines artères de l'arrondissement de Douala Premier par M. Jean-Michel Ninche, président régional du Social Democratic Front Littoral. Oui, je crois que si cette suspension surprend, si cette interdiction surprend beaucoup de Camerounais, je crois que ceux-là sont tout simplement des néophytes politiques parce que c'est une décision à laquelle il fallait s'y attendre. Parce que lorsqu'on a vu cette demande de manifestation publique avec tout le ramdam médiatique et publicitaire qui a été fait autour, on s'attendait, on se demandait si Jean-Michel Nietzsche n'était pas en train de faire dans la provocation. Et vous savez qu'en politique, il faut éviter de faire dans la provocation. Surtout lorsque vous avez été mordu par le serpent, il faut éviter de se rapprocher de 1000 pattes. Alors, Jean-Michel Nietzsche a très souvent eu l'interdiction de ces manifestations par la même autorité. Voilà, c'est ce que j'allais justement dire. Cette année, cette fois encore... On a été à Douala 5e. À Douala 5e, bien qu'il soit député de Douala 5e, il est résident de la ville de Douala. Non, je parle du sous-préfet. Cette fois-là, c'est vrai. Oui. Et le sous-préfet de Douala 1er actuel était ancien sous-préfet de Douala 5e. Avec l'honorable Jean-Michel Nietzsche, ils se connaissent parfaitement. Mais l'objet de la manifestation a mené en soi-même à penser à l'interdiction. Lorsque l'on sait que Jean-Michel Nietzsche voulait organiser un meeting et une marche de soutien, une marche
pour protester contre il parle de dénoncer la décision irresponsable et provocatrice de l'ECAM de créer des bureaux de vote dans les casernes militaires et dans les chefferies. Et même le SDF a prétendu qu'il devrait avoir des bureaux de vote au niveau de la présidence de la République, ce qu'il n'en était rien, parce que ça devait être d'ailleurs étonnant qu'un bureau de vote soit localisé à la présidence de la République, alors que l'on sait que Paul Biya lui-même, quand il va falloir voter, va à l'école publique de Bastos. Donc cette hypothèse était déjà évacuée. Maintenant, il restait les bureaux de vote dans les casernes. Mais le président régional de SDF pour la région du centre, Emmanuel Tonga, il a sorti un document où effectivement il y avait des bureaux de vote à la présidence de la République. Non, ça c'est ce dossier a été rapidement balayé et vraiment il n'y avait plus de doute là-dessus. Il n'y a pas de bureau de vote à la présidence. Le directeur général adjoint de Elecam a été suffisamment clair là-dessus. Il n'y a pas de bureau de vote à la présidence de la République, mais il y a quand même des bureaux de vote dans les casernes et dans les chefferies traditionnelles. Et c'est à cela que le SDF, avec Jean-Michel Michel, était en train de vouloir organiser un meeting pour protester contre cela. Je reste avec vous, juste une précision. Les casernes militaires c'est des lieux publics. Il faut même se demander. Il faut même se demander. Il faut savoir que dans les casernes, nous sommes au Cameroun, Serge Alain, et nous sommes Camerounais. Nous devons connaître les réalités camerounaises. Dans les casernes, les lieux où vivent les militaires, il n'y a pas que les militaires qui vivent dans ces casernes-là. On ne doit pas venir demander le sexe de l'ange. Là, on sait qu'on ne peut pas obtenir. Il faut demander des choses objectives et possibles, et même probables. Le STF sait pertinemment qu'il ne pourra jamais avoir gain de cause sur ce chapitre à l'état actuel. Peut-être dans les années à venir, il aura gain de cause, mais pour l'instant, il n'y a pas que les militaires qui vivent dans les casernes, il y a leurs familles, il y a des cousins, il y a des femmes, il y a des enfants. Vous ne trouvez pas quand même que c'est énorme? C'est très énorme. On parlait pour la présidence de je crois qu'en attendant, il y a 500 inscrits, ça fait 1500 personnes. Je suis entièrement d'accord avec vous, hein, Serge. Je n'encourage pas le fait d'avoir des bureaux de vote dans les casernes. Mais je dis à l'état actuel, avec Elecam et le code électoral actuel, le SDF gagnerait à battre campagne pour arriver d'abord à la cour, à la magistrature suprême, avant de faire des propositions. Et cette fois-là, je crois que leurs propositions seront les bienvenues. André Luther Meka, cette décision du sous-préfet de la Première ne vous a pas surpris? Bien sûr que cela ne m'a pas surpris, pour la simple raison que l'heure est aux élections présidentielles. Oui. L'heure n'est pas la manifestation. Et vous savez, monsieur l'honorable Nietzsche coutume du fait, lorsqu'il organise des manifestations, il y a toujours un plan B, il y a toujours, n'est-ce pas, un plan tacite. Et je crois que lorsque l'administrateur civil donne, n'est-ce pas, une décision, il faudrait voir les motifs, les mobiles, n'est-ce pas, qu'il donne par rapport à cette suspension. Vous permettez que je lise le motif de l'interdiction? Tant mieux. Le ministre, le sous-préfet dit ceci: le contexte actuel ne se prête pas à une manifestation de rue susceptible en tout état de cause de porter atteinte à l'ordre public. Très bien. Donc, vous savez que le pays est dans une situation très délicate, très sensible. Il y a, n'est-ce pas, des enjeux énormes, notamment l'élection présidentielle et les crises sociopolitiques. Et vous savez que ce genre de failles et d'opportunités peuvent, n'est-ce pas, infiltrer un certain nombre, n'est-ce pas, de brigands, un certain nombre de personnes qui peuvent venir déstabiliser le pays. Donc je crois que la décision est venue à point nommé et cette décision est tout à fait légitime parce qu'il faudrait, n'est-ce pas, préserver la sécurité des biens des personnes. Il faudrait préserver cet environnement pour les élections présidentielles. Moi j'attendais l'honorable Nietzsche pour vulgariser, pour amplifier le programme de son candidat. Je suis surpris qu'il part, n'est-ce pas, dans la rue pour pouvoir amener la déstabilisation. Donc, je crois qu'il faut féliciter ce sous-préfet qui a eu, n'est-ce pas, la clairvoyance nécessaire pour pouvoir stopper net à cette opportunité de trouble. Pour ce qui est des bureaux de vote, je ne sais pas s'il faille qu'on pédale dans la choucroute, parce qu'il faut le dire, il faut qu'on avance.
moi je dis il est important qu'il y ait des bureaux de vote à la présidence. Parce que vous peut-être vous le savez pas, la présidente travaille 24 heures sur 24. Et il y a ce qu'on appelle dans les élections la veille stratégique. Pour ceux qui ne fréquentent pas beaucoup les gestionnaires, on vous dira qu'à la présidence, lorsqu'il y a, n'est-ce pas, des élections, ils travaillent 24 heures sur 24. Et il y a des gens qui ne doivent pas se déplacer. La question que tout le monde se pose, est-ce que la présidence de la République est un lieu ouvert au public? Est-ce que c'est un lieu public? C'est un lieu public. La présidence de la République du Cameroun? La présidence s'appelle la maison du peuple. C'est la maison du peuple. Vous êtes dans le principe là? Je ne suis pas dans le principe. Je suis notoirement dans ce qui est. C'est la maison du peuple. Et je peux vous le dire que contrairement à ce que vous pensez, il y a des gens qui fréquentent la présidence tout le temps, mais qui vous le disent pas, et qui sont même parfois les opposants qui crient à tue-tête contre cette présidence-là. Ce que j'ai demandé et que je demande, c'est que on ne peut pas, n'est-ce pas, il y a des gens clés qui sont là pour surveiller nuit et jour l'élection, pour faire des synthèses, pour, n'est-ce pas, superviser. On ne peut pas les déplacer. Il faudrait qu'il y ait des bureaux de vote. Là-bas, il faudrait qu'il y ait des bureaux de vote dans les casernes. Pourquoi? Parce que les militaires, les forces de l'ordre ne peuvent pas sortir en masse pendant les élections pour aller voter. C'est un problème psychologique. Ce sera une psychose. Ça peut, n'est-ce pas, influencer la perception des gens. Donc, il faudrait qu'ils soient là. Tout ce que moi, je demande aux partis politiques, de s'organiser pour qu'ils se retrouvent dans ces milieux-là qui sont ouverts au public. Le problème, c'est le dépouillement du vote. Est-ce que les portes de la présidence peuvent être ouvertes pour que tout le monde assiste au dépouillement? C'est ça le problème. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Puisque vous parlez des militaires, c'est pas seulement les militaires. Quand je parle de la présidence, je crois que, n'est-ce pas, ceux qui sont candidats peuvent, n'est-ce pas, se déployer de telle enseigne que les présidents de partis se retrouvent ensemble à la présidence pour, n'est-ce pas, les dépouillements. Puisque c'est la présidence, c'est la maison du peuple. Pour moi, il n'y a pas un problème. Il faut juste inverser la demande. Il faudrait que cela soit ouvert au public et que les représentants des partis soient au rendez-vous dans ces lieux. Ok. Je vais revenir avec vous, Ange Sama. Cette décision du sous-préfet de Douala-Premier, vous aussi, vous l'attendiez? Ça c'est clair, c'est une évidence parce que, comme Meka venait de dire tout à l'heure et comme Tanya l'a dit, nous sommes dans un contexte sociopolitique qui est extrêmement sensible. Et on a pour adage de dire qu'on sait toujours quand est-ce qu'une guerre commence, mais on ne sait jamais quand elle va finir. Donc imaginez donc que tous ces badauds, tous ces profiteurs de troubles, tous ceux qui vont profiter pour pouvoir entrer dans le mouvement pour le faire. Et je suis d'accord avec André Luther. Oui, quand il dit qu'effectivement l'objectif pour le SDF était en ce moment de se mettre pratiquement en pré-campagne pour dérouler un peu son programme, plutôt que d'amener les gens dans un mouvement de protestation, de contestation, qui on ne sait jamais comment ça va se terminer, jusqu'où ça va aller. Donc il faudrait faire très très attention à ce moment, surtout à cette période qui est très délicate avec le climat sociopolitique en fait qui règne dans tout le pays. Ok, madame, monsieur, je rappelle que Jean-Robert Wafo est invité de ce programme. Le SDF a sa place dans ce programme. Nous l'attendons toujours. Jean-Robert Wafo, adjoint au maire de Douala 2e. Bon, on va donc rentrer de plein pied, comme ça, dans le vif du sujet. Je l'ai dit à l'entame, il a fallu 4 années pour que Nyadi Fendi, deuxième personnalité du Cameroun, ait un domicile de fonction. Comment vous comprenez ça? C'est un peu surprenant, mais ça, c'est les réalités camerounaises. Ça ne surprend que ceux qui ne connaissent pas le Cameroun. Je vais vous rappeler que l'on venait de créer le Conseil constitutionnel. Ouais. Et jusqu'à présent, le Conseil constitutionnel est obligé de faire ses séances publiques au Palais des Congrès. Je veux également vous rappeler que même le Sénat, qui est une institution, au même titre que le Conseil constitutionnel, n'a pas de siège. À plus forte raison, son président, ses vice-présidents et autres. Et vous parlez tout à l'heure de Ayan Luc, qui a passé pratiquement 34 années, parce que beaucoup de gens ne savent même pas où est logé Ayan Luc. Je voudrais, non, pas le Conseil constitutionnel en lui-même, le Conseil économique et social en lui-même, parce qu'il n'a même pas de siège. Mais son président est logé à l'extrême aile gauche de l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on sait, c'est-à-dire du palais de verre de Ngoekele, et lorsqu'on sait que le palais de verre de Ngoekele venait de subir un incendie, d'aucuns ont qualifié cela d'incendie criminel, nous ne pouvons pas le savoir jusqu'à aujourd'hui parce que les enquêtes
se poursuivent. Lorsqu'on sait donc que l'Assemblée nationale venait de subir un incendie et que c'est pratiquement tout le siège qui est en construction ou en reconstruction et que des partenaires chinois ou bien la Chine se proposent de financer la reconstruction du nouveau palais de verre à concurrence de 60 milliards de francs CFA, on comprend directement que M. Ayang Luc ne pouvait plus vivre là où il vit. Et je vais vous faire une autre confidence, Serge Alain. Vous savez que nous sommes toujours dans les investigations. Nous sommes journalistes d'investigation et nous ne nous départissons jamais de ce titre-là. Lorsqu'il a été question de détruire, parce que c'est de ça qu'il s'agit, le logement de fonction de Ayang Luc, parce que ça fait partie de l'enceinte du complexe de l'Assemblée nationale, Paul Biya, président de la République, a posé une seule question à l'émissaire qui a été lui rendre compte. Il a demandé justement, où est-ce que vous avez placé Luc? Où est-ce que vous avez placé Luc? Où est-ce que vous allez mettre Luc? Ça veut dire que Biya connaît ses camarades avec qui il gère le Cameroun. Parce qu'à un moment, on dirait qu'il a oublié au Conseil. Contrairement à ce que vous pensez, Biya n'a pas oublié ses camarades. C'est-à-dire tous ces octogénaires, excusez-moi le terme, avec qui Biya a été camarade de classe et qui, pour la plupart, certains sont membres du gouvernement depuis que Biya est au pouvoir et même avant lui. D'autres sont, comme Ayang Luc, président d'une histoire qui n'existe pratiquement pas, qui existe mais qui n'a aucune incidence sur la vie de l'État. C'est-à-dire le Conseil économique et social. Bien qu'on venait de vous rappeler, on venait de sortir un texte de loi pour donner un peu quelques petites fonctions au Conseil constitutionnel. Et je vais vous rappeler Conseil économique et social. Au Conseil économique et social, je vais vous rappeler que dans ce Conseil économique et social, on retrouve Photo Victor, ça doit vous surprendre. On retrouve Kaji de Photo, ça doit également vous surprendre. On retrouve comme vice-président le super maire de Bafoussam, j'ai nommé Nzete Emmanuel. Dites-moi un peu qu'est-ce qu'ils font, toutes ces personnes que je viens de citer. C'est des personnes qui ne servent pratiquement à rien. Et donc, ça ne devrait pas surprendre les gens qu'on donne des fonctions à certains membres du gouvernement et qu'il n'ait pas de résidence appropriée ou de résidence qui les accompagne. Parce que en réalité, le Cameroun, c'est un peu comme cela. Le Cameroun met toujours la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, on crée une fonction ou bien une structure sans avoir au préalable réfléchi quels seront les mais il y a souvent un article 2, non? L'article 2 se dit toujours que les habitués auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Mais on oublie que l'article 1 est l'article principal. C'est-à-dire, et puis, dernièrement, on a nommé une commission multiculturelle, une commission du bilinguisme et multiculturel. Vous pouvez me dire à quoi ça sert? C'est aujourd'hui qu'on est en train de vouloir créer une étoffe pour lui donner quelques stapontins dans le gouvernement qui en réalité ne servira à rien. Et moi j'aimais bien l'ancienne formule sous le régime colonial, parce que on oublie toujours ça. Sous le régime colonial, quand on nommait une personnalité, on disait les indigènes dont les noms suivent sont nommés à titre précaire et essentiellement révocables. Mais aujourd'hui, lorsqu'on nomme un individu à une fonction comme Ayang Luc, il reste 34 ans. Marcel Nyat a été nommé président du Sénat. Il a été reconduit. Kava Yege a été nommé président de l'Assemblée nationale. Il est depuis pratiquement. Il est nommé. Il est nommé parce que vous allez voir que généralement, après ce que vous dites d'élection, la première phrase de ces personnes-là, c'est « Je remercie le président Paul Biya pour ma nomination », alors qu'il sait bien qu'il a été élu. Ok. Ansama, cette gouvernance à la camerounaise, c'est-à-dire les institutions, on les crée, mais on ne pense pas, comme c'est indiqué, le local. Elles vont siéger où, ces institutions? Déjà, la première question qu'il faudrait se poser, c'est d'abord, est-ce que nous avons une politique immobilière?
en termes d'immobilier du patrimoine de l'État. Ça veut dire que cette politique servira donc à la gestion de tout ce qui est le parc immobilier en termes de gestion locative, les gestions administratives qui appartiennent à l'État. Est-ce que, nous l'avons d'abord. Maintenant, si on l'a, comment est-ce qu'elle fonctionne pour pouvoir pallier à ça? Parce que c'est cette politique qui permettra en fait, dans la politique générale de l'État, du gouvernement, la loi des finances et ça, de prévoir des logements. Et en ce sens-là, je pense qu'en 2000... Il y en a qui sont exigeants, hein. On leur présente un domicile, ils peuvent refuser. Voilà. Mais maintenant, il y a des caractéristiques, justement. Cette politique permettra de définir les caractéristiques par rapport à la fonctionnalité de chacun, en fonction de chaque responsable qui vont être nommés. Donc je crois que c'est pour ça que en juillet 2006, le ministre du cadastre des affaires foncières du domaine avait lancé une opération d'inventarisation systématique de tout le patrimoine immobilier de l'État, de telle sorte que, à un moment donné, on pourrait savoir l'État, quelle est la valeur de son patrimoine en termes financiers, en termes des acquis, et comment pouvoir reloger les gens, les dispatcher, aussi bien les fonctionnaires, aussi bien les ministres, aussi bien que les institutions. Donc je pense qu'à ce moment précis, il y a donc un problème de savoir où va cette politique, comment elle a été mise sur pied. Donc on se rend compte qu'il y a plusieurs logements effectivement de l'État qui ne sont pas recensés ou tout simplement sont cédés. Ou brader, parce qu'on brade beaucoup les biens immobiliers de l'État pour des vil prix. Donc à partir de cet instant-là, on retrouve, à cette époque, le ministre à Bogonkono avait donc avait délogé une 50aine de familles, et plus que ça, qui étaient logées de manière indue. Clandestine. Oui, clandestine, dans le domaine de l'État. Donc, à partir de cet instant-là, cette étude permettrait, est-ce qu'on en a refait une autre? Voilà, est-ce qu'on a fait une autre depuis 2006? Qu'elle a eu lieu? Est-ce qu'en ce moment, on a fait une autre pour pouvoir réévaluer donc le patrimoine immobilier de l'État, afin de pouvoir loger ces différentes personnes? Et comme vous le disiez si bien tout à l'heure, il y a de nombreux ministres qui sont nommés, mais qui résident dans des hôtels pendant un certain nombre d'années. Est-ce que c'est parce que les logements ne sont pas disponibles? Est-ce que c'est parce que les logements ne sont pas entretenus? Parce qu'il y a, quand vous faites le tour, il y avait le quartier administratif, à Douala, à Bonanjo, partout. Quand vous voyez des maisons de l'État, l'état de décrépitude dans lequel se trouvent ces maisons, forcément, il va avoir un problème de logement. Voilà. Donc je pense que cette politique était, cette campagne, cette opération d'inventarisation permettrait normalement de recenser qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est propre, qu'est-ce qu'il faut faire, d'avoir la maîtrise en fait. André Luther, l'accusé ici qui doit se lever, c'est l'État. Cette situation-ci qu'on déplore. Pourquoi pas? C'est l'État d'abord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je crois que au-delà de l'État, il y a des personnes. Hein, il y a des personnes. C'est un secret de polichinelle que beaucoup surlouent, n'est-ce pas, les bâtiments de l'État. D'autres, n'est-ce pas, ont pris... L'État sait que ça existe et il laisse faire. Peut-être qu'ils ne savent pas aussi, hein. Peut-être qu'ils ne savent pas. Il y en a qui louent, n'est-ce pas, les bâtiments de l'État. Il y en a qui y habitent définitivement, ad vitam aeternam. Ce sont malheureusement des tas qu'il faille, n'est-ce pas, critiquer. Parce qu'il faudrait, comme l'a dit le président Sama, répertorier cela. Il faudrait même qu'il y ait une enquête sérieuse, hein. L'audit nécessaire de tout le registre foncier et de pouvoir voir effectivement tout ce qui appartient à l'État. Mais pour répondre un peu à la vision sensationnelle du directeur de publication, M. Casimir Tagnin, moi je pense que les structures ne sont pas toujours des bâtiments, hein, parce que si les structures deviennent des bâtiments, ce sera folklorique. Une structure, n'est-ce pas, c'est un organigramme, c'est un job description, c'est aussi, n'est-ce pas, les objectifs. Et je crois que, et les hommes même qui animent ces structures. Et je crois qu'au Cameroun, on a véritablement cette vision, c'est-à-dire de choisir d'abord des hommes qui peuvent, n'est-ce pas, atteindre l'objectif et de pouvoir, n'est-ce pas, au fur et à mesure des disponibilités, trouver des structures qui y vont avec. Parce qu'il ne faut pas aussi se leurrer, on a véritablement une crise urbaine, de l'urbanisme qui fait en sorte qu'il n'y a pas assez de logements, pas seulement pour les hommes en fonction des hautes personnalités, même pour le Camerounais lambda. Donc tout cela doit être revu pour qu'il y ait, n'est-ce pas, une proportion qui puisse, n'est-ce pas, héberger les autorités. Donc pour moi je ne suis pas surpris que le président du Sénat puisse, n'est-ce pas, être dans sa maison personnelle
pendant un certain nombre de temps. Encore qu'il faudrait savoir que la résidence d'un... Donc vous trouvez ça normal, André Luther? Je ne trouve pas cela normal, mais c'est raisonnable dans un pays où il faudrait vraiment un plan d'urbanisme. Encore que c'était, n'est-ce pas, des structures qui étaient en berne dans la Constitution, qui ont émergé. Et il faudrait aussi que la résidence ait, n'est-ce pas, la physionomie de la personnalité. Donc, il a fallu 4 ans pour ça? Vous savez, il y a des maisons qu'on construit même pendant 15 ans. Vous savez, parce qu'on y met là-dedans. Hein, vous savez, la maison... Ils ne semblent pas être d'accord. Moi, je n'ai pas fini. Oui, attendez. Qui termine son propos, Casimir. Allez-y. Non, je veux dire que tout dépend de la dimension de la maison. Tout dépend, n'est-ce pas, du plan de la maison. Et je crois que c'est la deuxième personnalité du pays. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait, n'est-ce pas, mettre des sécurités et tous les ingrédients que vous connaissez dans les grands palaces pour pouvoir, n'est-ce pas, abriter, n'est-ce pas, cette personnalité. Donc, pour moi, je ne dis pas que c'est tout à fait normal, mais c'est plausible qu'on puisse, n'est-ce pas, attendre, parce que s'il a pris ce temps, c'était par rapport à la réhabilitation de cette maison, et je crois qu'il fallait que cette maison soit à la dimension, à la physionomie de la personnalité. Et ces ministres qui passent des années dans les hôtels, les suites à Yaoundé, il faut faire effectivement une enquête, parce qu'on peut croire que c'est un problème de logement, alors que c'est un problème de sécurité, aussi d'exigence. Donc il faut faire une enquête pour voir effectivement pourquoi ces ministres résident à l'hôtel. Mais dès lors que le problème... Dès lors que moi je connais le ministre Simi Meignet était à l'hôtel pendant longtemps, et il avait bien voulu aussi. Hein, donc, il avait pourquoi? Parce qu'il sortait de Bretton Woods. Moi je crois qu'il avait un certain nombre d'exigences. Donc pour lui c'était les exigences. Oui, il y en a aussi qui sont aussi... Mais il a fini par regagner un local, non? Oui, mais je crois qu'il a bien voulu, n'est-ce pas, mettre sur pied un certain nombre de principes, d'exigences pour qu'il soit de sécurité, comme vous le disiez, assez aisé et qu'il puisse être en sécurité. Vous savez, la proximité aujourd'hui, avec toute l'insécurité qu'il y a aujourd'hui, je crois qu'il est important de pouvoir, n'est-ce pas, prendre le temps de pouvoir construire des maisons qui sont viables et qui peuvent, n'est-ce pas, abriter des personnes dans la sécurité. Casimir. Oui, je crois que Luther parle en posture d'un militant du RDPC, puisque nous le connaissons comme tel. Oui, je crois que je ne me trompe pas. Parce que dire qu'on peut créer des structures avant d'aller chercher le local, je crois que c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Si seulement ces ministres qui habitent dans les hôtels, ou alors le président du Sénat qui a habité pendant des années, pendant plus de 4 ans, dans son habitation personnelle, n'avaient pas des implications financières au niveau de l'État, je crois qu'on pourrait leur donner toutes les raisons. Nous savons, vous avez cité l'exemple de Simi Meignet, je pourrais citer d'autres exemples, je ne voudrais pas citer des contemporains ici, qui logent jusqu'aujourd'hui au Hilton, depuis plus de 10 ans qu'ils sont ministres, nous les connaissons tous, et vous savez exactement ce que ça coûte à l'État. Alors qu'on parle tout le temps de la réduction du train de vie de l'État, mais il n'y a rien sur le terrain qui entraîne cela. Je vais vous surprendre un peu, Martin Luther, en vous rappelant que... André Luther, excuse-moi. En vous rappelant que Marcel Niat Difendi venait de toucher la rondelette somme de 3 milliards de francs CFA pour ses indemnités de logement. Et je vous ai dit que je suis journaliste d'investigation. Et nous pesons suffisamment nos mots. Vous avez les éléments de J'assume. Il y a d'ailleurs un journal qui a mis cela à la grande une. Je crois que ça devait être une mutation, sauf si je me trompe, qui a démontré les factures que Marcel Niat Difendi, en tant que président du Sénat, venait de toucher pour ses indemnités de non-logement. Donc vous voyez que si ces logements, s'ils le faisaient parce qu'ils aiment le Cameroun, parce que cela ne doit pas impliquer des frais, nous aurons dit que c'est des bons patriotes qui aiment tellement le Cameroun, qui préfèrent aller loger dans leur domicile respectif au lieu d'aller dans les logements de fonction. Malheureusement, tel n'est pas le cas et c'est regrettable. Lorsque André Luther dit qu'on peut d'abord, c'est un peu comme si vous créez un individu sans sa carapace corporelle, physique, et vous dites que vous avez juste le souffle qui est la personne. Le souffle ne peut pas être la personne. Il faut une carapace qui est le corps humain, qui est la chose qui enveloppe cet être humain-là pour qu'on parle d'être humain. C'est la même chose
pour les institutions. Dernièrement, on a créé un ministère de la décentralisation et du développement local. Vous avez vu, jusqu'à maintenant, le ministère n'a même pas encore de local. Le ministère venait de publier son organigramme. Le ministère, jusqu'à maintenant, a pour un seul fonctionnaire, le ministre, je regrette de citer le nom, et le secrétaire général, le ministre Georges Ilanga Oban, et le secrétaire général, pas de personnel. Vous allez encore dire que c'est tout à fait normal qu'on crée un ministère. Je dis, on ne doit pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut, dans tous les cas, que le bœuf soit devant et que la charrue suive, et pas le contraire. Okay. Je voudrais quand même essayer de rectifier quelque chose parce que c'est important. Nous avons entendu cela, que le président du Sénat reçoit 40 millions d'indemnités par mois pour le logement. Je crois que cela a été démenti par son directeur cabinet qui disait effectivement que cela est faux et que si on mettait ces indemnités dans son salaire, ça veut dire qu'il aurait un salaire assez exorbitant. Donc, je pense qu'il dit avec des pincettes. Ok. André Casimir Tagné parle de charrue avant les bœufs. On va revenir sur le cas. Et André Luther a parlé des institutions qui étaient en berne. La Constitution de 96 parlait déjà du Sénat, mais c'est en 2013 qu'on a vu les premiers sénateurs. Oui, tout à fait. Comment comprendre donc que ces sénateurs-là, on va utiliser le terme, viennent squatter les bureaux à l'Assemblée nationale, alors que c'est une chose qui était prévue longtemps à l'avance. Tout à fait. Donc, dans ce cas d'espèce, que ce soit Casimir ou André Luther, chacun doit avoir raison à son niveau. D'autant plus que si la Constitution a prévu un certain nombre de choses qu'il faille mettre sur pied, donc il faudrait qu'on commence. Il lui a fallu penser déjà à ça dès le départ. C'est-à-dire que, vraiment, si on parle de structure, il faudrait que ces structures soient déjà existantes pour pouvoir accueillir justement le souffle qui va pouvoir faire travailler, donc c'est mettre ces structures en mouvement, donner de la vie. Donc c'est les structures qui accueillent les hommes. Tout à fait. Tout à fait. Moi, c'est mon humble avis. Donc, il faudrait déjà faire ça. Parce que c'est pas le cas d'espèce, par exemple, pour le logement. Parce que Monsieur Mekala, où je disais qu'il avait raison, André Luther, c'est que effectivement, pour les logements, il doit y avoir des contingences de sécurité, il doit y avoir des contingences de confort. Quoique je pense qu'entre-temps, il faille y penser par rapport à la physionomie du poste, de la responsabilité occupée. Donc, je pense que nous, par moment, on a l'impression qu'on fait des choses aussi en fonction de la situation qui se présente. Parce que la décentralisation et la promotion du développement des villes, ce nouveau ministère, effectivement, est né un peu, je crois, du contexte socio-politique qui règne actuellement. Il fallait donc trouver une solution. Non, l'accélération, ça existait depuis quand la Constitution de 96. Voilà, donc il faudrait, si ça existait, donc il faudrait donc accélérer effectivement ça. Mais maintenant, on se retrouve là, mais on a pris le temps, comme nous aimons très bien. Je voudrais dire aussi à Casimir que, étant un militant du RDPC, il n'y a pas que des gens qui doivent défendre le RDPC, mais quand c'est pas bon, on doit dire que c'est pas bon à ce moment précis. Donc je pense que actuellement, on peut dire que on n'a pas prévu et on se réveille toujours à la dernière minute pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Ça, il faudrait le reconnaître et chacun sait pourquoi on met les choses dans l'urgence ici. Ok. Oui, Casimir Tagné. Pour revenir sur ces ministres qui passent, il a pris le cas de Marcel Niane Difendi, il parle de la sécurité. Mais est-ce que les ministres, eux, ont besoin d'un local où il y a sécurité, tout ça? On ne comprend pas. Passer 2 années dans un hôtel, c'est énorme quand même. Tout ça, c'est un snobisme inutile. Je crois que avant d'être ministre, ils ne sortent pas de la cuisse de Jupiter. Ils sont d'abord camerounais. Et bien qu'étant au commis de l'État, il l'était déjà. Avant d'être nommé ministre, il habitait quelque part. Je ne vois pas pourquoi nous allons toujours... nous sommes toujours en train d'aller vers un snobisme béat et inutile. Mais le ministre, pour prendre le cas, pour rester sur le cas de Essimi Meigné... Pour rester sur le cas d'Essimi Meigné, il sortait de l'autre côté, des institutions de Bretton Woods, sortait de New York. Peut-être qu'il n'y avait pas de maison qui puisse satisfaire... Nous connaissons bien comment il a terminé. Nous connaissons bien que Essimi Meigné, c'est quelqu'un qui a toujours usé de subterfuges. Même quand il a été nommé ministre, il y a toujours des doutes jusqu'aujourd'hui, puisqu'on se demande si c'est Lazare Essimi Meigné qui a été nommé, ou bien si c'était Emmanuel Essimi Meigné qui a été nommé. Ça, c'est les habitudes d'Essimi Meigné. Et vous avez bien vu
quand Essime Meunier a terminé sa mission au ministère de l'Agriculture et qu'il a été remercié, sachant qu'il était attendu au tribunal criminel spécial, vous avez bien vu comment il a simulé un cas de maladie avec un cas d'évacuation sanitaire pour se retrouver en France, où il est actuellement en train de travailler dans ses anciens bureaux des institutions de Bretton Woods. Donc le cas Essime Meunier, c'est un cas entièrement à part et pas un cas à part entière. Donc il faut faire cette distinction. Donc moi je ne voudrais pas qu'on prenne le cas d'Essime Meunier pour un cas d'école, parce que c'est un très mauvais exemple que Essime Meunier a démontré aux Camerounais à tous les niveaux, de sa nomination jusqu'à son éviction du gouvernement. Et vous allez dire... Non, nos attention au logement. Justement, il a passé en passant des par années le logement, de sa nomination à son éviction, en passant par son logement, où il est resté à vitam aeternam à l'hôtel Hilton en tant que ministre, que ce soit pendant qu'il était ministre des Finances, il était ministre de l'économie et des Finances, et ensuite ministre de l'Agriculture. Je ne voudrais pas ici que revenir sur les frasques d'Essime Meunier, parce que même ça, même son logement au Hilton constitue en soi-même une grosse frasque. Et il devrait tôt ou tard rendre gorge aux Camerounais. Qu'il ne pense pas que le fait de se retrouver aux États-Unis le met hors de danger et qu'il ne pourra plus. D'ailleurs, nous avons vu un ancien ministre qui a été pêché, même du côté du Nigeria. Je ne veux pas ici citer les noms, vous savez mieux que moi. Je crois que Essime Meunier a causé tellement du tort aux Camerounais, et même son logement, en restant au Hilton pendant toute sa durée où il a été ministre de l'économie et des finances, ministre de l'agriculture, c'est un gros scandale qu'on doit tôt ou tard remuer, et je suis sûr que le jour qu'on va remuer ce scandale-là, les senteurs ne risqueront de parvenir peut-être jusqu'aux jeunes enquêteurs et tout le monde en sort. André Luther, pour revenir au cas Ayan Luc. Il est ailleurs. Pour revenir au cas Ayan Luc, il a 71 ans, il a passé 34 années, on va dire comme ça, sur les terres de l'Assemblée nationale, et du jour au lendemain, on lui demande de partir. Et comme a dit Casimir, le président, on s'en tient à ce qu'il a dit, où est-ce que vous allez mettre Luc? Il ne faut pas s'en tenir à ce qu'il a dit, ce n'est pas une parole d'évangile. Non, on peut comprendre. Parce que disons qu'il a passé 34 années quelque part, qu'on lui demande de partir. Oui. Et c'est quand même la 4e personnalité. Hein. Oui, disons que je voulais apporter un élément aussi. Hein. Le décret vient à 17h, ça repart à 17h. Et quand ça vient à 17h, quand ça repart, effectivement, les ministres s'installent. C'est des institutions. Donc, pour quitter de là, parfois, ça fait tout un problème. Il faut des délais. Et donc, il faut que tout cela... Non, je veux dire qu'il faut que tout cela soit codifié. Il faut que tout cela soit codifié parce qu'il y a toujours des... Si vous êtes très informé, il y a toujours des petits guéguerres. Lorsque un ministre arrive, l'autre part, et les problèmes de délai et autres, je crois que c'est le même problème avec monsieur Ayan Luc, parce qu'il est resté sur les têtes de l'Assemblée nationale pendant longtemps. Maintenant, on lui dit de partir. Il n'a pas eu, n'est-ce pas, une mise en demeure ou un préavis. Donc, tout de go comme ça, c'est pas évident. Donc, je crois que c'est un problème de délai. André Luther, c'est vous qui dites qu'il n'a pas eu de mise en demeure. Hein? Qu'il n'a pas eu de préavis, c'est vous qui le dites. Non, bon, moi je l'estime parce que pour qu'un monsieur comme lui puisse quand même quitter comme ça, il faudrait quand même qu'il soit avisé, il faudrait qu'il se prépare. Je crois que c'est cela. Pour moi, c'est un non-événement. Ce qui est sûr, c'est qu'il va quitter. Mais il faudrait, n'est-ce pas, qu'on lui donne le temps de pouvoir, n'est-ce pas, le faire. Puisque je vous dis qu'on est allé jusqu'à voir le président de la République pour l'informer du fait que son collaborateur doit être obligé de quitter la résidence actuelle. Donc, c'est pas quelque chose qui est tombé de nuit ou bien qui est tombé du jour au lendemain. C'est une préparation. Là n'est pas le problème. Depuis le jour où l'Assemblée nationale a brûlé, après on a pris des dispositions pour la construction d'un nouveau palais de verre, et ça incluait le délogement du président du Conseil économique et social. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Sinon, il n'y aura pas eu débat. Ça veut dire que lorsque le ministre Ayan Luc quitte donc
les terres de l'Assemblée nationale, il doit aller quelque part. Alors qu'on me dise donc qu'il a une résidence qu'il attend et qu'il ne veut pas y aller, et là il y aura débat. Donc il faudrait un peu être responsable lorsque nous parlons des choses sérieuses. Ok, on va toujours parlant de résidence. Il y a cette information donnée par l'Œil du Sahel aujourd'hui, toujours, et dit une situation tout à fait particulière. Hein. À la brigade de Mabanga, dans le 2e arrondissement de Gandéré, qu'est-ce qui vous amuse? Ce sont le commandant de brigade et ses éléments qui payent un loyer mensuel de 30 000 francs. Une brigade de gendarmes, dont le commandant de brigade et ses éléments payent le loyer. C'est une autre curiosité camerounaise, Serge Alain. Et vous voyez bien que cela encourage la corruption, les raquettes et les rapes de toutes sortes. Parce que je suis complètement convaincu que ces gendarmes-là ne payent pas ce loyer de 30 000 francs de leur salaire. Pourquoi je suis entièrement convaincu. Je suis sûr qu'ils font des frappes et des raquettes des individus qui viennent demander le service de la gendarmerie. Alors, les gendarmes sont se retrouvent sur la rue, sur la route pour des contrôles. Ils font Moi, je me serais attendu que vous condamniez plutôt. Pourquoi vous jetez l'anathème sur les gendarmes? Je ne jette pas l'anathème sur les gendarmes. Je démontre seulement, j'explique seulement leur comportement. Payer en soi un loyer ne serait pas dire, croire que Serge Alain, vous êtes employé Equinox. Pour rien au monde, on peut vous demander de payer le loyer de ce bureau que vous occupez. Si le responsable du groupe Equinox ne peut pas payer le loyer pour que vous travaillez en toute quiétude, je crois que là, il aura totalement fauté. Le responsable de la gendarmerie, c'est qui? C'est l'État du Cameroun. L'État du Cameroun, par le secrétariat d'État en charge de la gendarmerie, a l'obligation de caser les brigades et les compagnies. Et si, à ce niveau-là, on ne peut pas le faire, et on prend des résidences d'emprunt, c'est-à-dire aux particuliers, qui impliquent le paiement des loyers, cela implique directement que ce responsable, qui est l'État, avec son corollaire, le ministère, le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, s'ils ne peuvent pas payer, ça veut dire qu'ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Et je suis surpris que le secrétaire d'État qui venait d'être nommé, qui est un jeune, et à ce niveau, nous avons commencé à louer certains actes du chef de l'État qui pensent déjà à la jeunesse. Mais si M. Etogatier allait du côté de l'extrême nord, dans la Damawa, n'a pas pu se rendre compte que c'est un scandale. Je crois que je le regrette. J'espère qu'il a eu des fiches de renseignement. Et s'il ne l'a pas eu, c'est là où la presse retrouve son bon rôle de donner la bonne information pour que les États, pour que les gouvernants sachent maintenant à quoi s'entendre. En déluteur, sur cette situation. Ben écoutez, moi je ne suis pas un dévin. Il peut y arriver qu'il y ait eu des problèmes de procédure pour la déclaration de la location et entre-temps, peut-être le commandant et ses éléments ont décidé de prendre d'abord la location en attendant que les choses se régularisent. Bon, c'est du menu fétin. Pour moi, c'est un non-événement. Tout à fait. Okay. Non, oui, parce que je pense que c'est vrai que je ne remets pas en doute la crédibilité de l'Œil du Sahel. Mais avec tout ce qui se passe actuellement, je prendrai les choses avec un certain nombre de pincettes. Et je reviendrai sur le fait de ce que Casimir a dit, peut-être effectivement que cette brigade n'existe pas dans le fichier de la gendarmerie. Et parce que vous savez que le secrétaire d'État a fait un tour de ce côté. Et c'est curieux qu'il ait traversé cette zone-là. L'article dit qu'il n'est pas allé... Il n'est pas allé là-bas. Est-ce que on est sûr que cette brigade existe réellement dans les documents, dans le fichier de la gendarmerie? Donc c'est ça qu'il faudrait savoir. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. Maintenant, parce que vous savez, tout à l'heure vous avez jeté l'anathème sur les gendarmes. Est-ce qu'on ne peut pas continuer dans ce sens en disant aussi que peut-être qu'ils ont créé, parce que moi tout au long de la route, souvent par moment, il y a des brigades de gendarmerie qui sont en place, qui sont fictives, qui sont etc. On ne sait pas, les contrôles, voilà. On ne sait pas qui est quoi, qui fait quoi en ce moment précis. Maintenant,
on a ouvert la porte en disant qu'il finance ce logement par les bacs chiches, le racket, entre guillemets. Je reprends à peu près le sens de Casimir. Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'ils le font? Maintenant, d'un autre côté, ils doivent faire leur travail. Ils doivent commencer. Ils n'ont pas de local. Ce n'est pas encore inscrit. La procédure de règlement doit être inscrite. Est-ce qu'ils vont justement à qui mieux comme on dit pour pouvoir être régularisés après? Mais en tout état de cause, je pense que des services comme ceux des brigades de gendarmerie doivent relever aussi d'une physionomie de construction pour pouvoir ne pas prendre un local qui appartient à un citoyen, un particulier lambda, pour en faire les locaux de la gendarmerie. Donc je trouve quand même que ce serait un peu gros. Et c'est autant de choses qu'il faudrait revoir dans la gestion de nos forces de l'ordre aussi. C'est pour ça qu'on nous attaque aussi de n'importe quelle manière. S'il te plaît, Serge, je voudrais faire une petite précision par rapport à ce que le président Ange Chama a déclaré là. Crois que peut-être cette gendarmerie n'existait pas dans le fichier de la gendarmerie et autres, ce qui n'est pas impossible. Mais il faut savoir que lorsqu'on parle de la décentralisation, toutes les compétences doivent être mises en jeu pour que la décentralisation soit implémentée. Est-ce que vous savez que la gendarmerie de Nkouloulou n'avait pas été construite en son temps par la gendarmerie, mais bien par le maire de Nubel, qui à l'époque était Abraham Chateau, paix à son âme, et qui a estimé que, vu le degré d'insécurité qui sévissait au niveau de Kouloulou, sa municipalité pouvait offrir une gendarmerie. Il a offert le local. Il a offert le local, et il a fait une main tendue au niveau de la gendarmerie pour qu'on lui donne le personnel adéquat. Donc, si de l'autre côté, les municipalités ne tiennent pas compte, parce que ce n'est pas seulement le rôle des municipalités, même comment dire, les commandants de compagnie et autres peuvent manifester le désir. C'est exactement comme cela que les postes de contrôle, c'est-à-dire ce qu'on appelle postes de police, naissent dans les municipalités, dans les villes et un peu partout. Donc, c'est pas seulement le fait du commandement central qui est à Yaoundé, c'est aussi le fait du terroir et des municipalités et de tout ce que ça comporte, parce que cela va de la sécurité de ceux qui habitent les coins. Ok. André Luther, on va terminer avec le Conseil constitutionnel. Février, mais toujours pas de local. Je crois ça existe depuis, c'est inscrit dans la Constitution de 96. Hein. Oui, bon, je crois qu'il faudrait qu'il y ait une planification de tout cela pour qu'on puisse construire les édifices aux institutions. Et je crois que le ministre du Cadastre et de l'Habitat doivent se mettre ensemble pour répertorier les sites et pouvoir voir comment construire cela, parce qu'on ne va pas toujours se mettre à squatter, à pouvoir, n'est-ce pas, se balader dans la capitale économique. Il est important qu'il y ait un plan, n'est-ce pas, de construction de ces édifices dès à présent, parce que il y a d'autres institutions qui arrivent, les conseils régionaux et autres. Il faudrait déjà qu'on se mette à pied d'œuvre pour construire. Donc vous rejoignez donc Casimir Taillé qui dit que on a placé la charrue avant les bœufs. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je dis que Casimir Taillé a raison dans un sens. Oui. Mais vous savez, lorsqu'on a des impératifs, lorsqu'on a un programme, on peut, n'est-ce pas, essayer d'abord de trouver des hommes, parce qu'il faut d'abord trouver les hommes, il faut trouver, n'est-ce pas, mettre des objectifs, et par conséquent, pour moi, lorsqu'il y a, n'est-ce pas, des pressions, lorsque c'est urgent, le bâtiment n'est pas tout à fait essentiel. Ce qui est essentiel, c'est des hommes qui peuvent travailler dans un environnement, quitte à ce que cela se construise au fur et à mesure. Casimir Taillé, les hommes d'abord, les structures après. Bon, s'il veut, les bâtiments d'abord. Pourquoi pas? Non. Casimir. Non. Lorsque le Sénat a été créé dans la Constitution de 1996, on a attendu pratiquement 18 ans pour le mettre en place. Les 18 années étaient largement suffisants pour construire n'importe quel siège de n'importe quel Sénat au monde. On ne peut pas me dire qu'en 18 ans, on n'a pas pu construire un siège. Le Conseil constitutionnel, qui vient d'être mis sur pied 22 ans. 22 ans après, on n'a pas pu construire un siège. Et on vient aujourd'hui nommer des personnes qui
qui doivent y travailler, alors qu'on a eu 22 ans pour construire n'importe quel siège n'importe quel conseil constitutionnel, fût-il le conseil constitutionnel des États-Unis. Donc, moi je dis, chaque fois, le Cameroun, on met toujours la charrue avant les bœufs, et c'est comme ça pratiquement en tout ce que cela comporte, que ce soit la décentralisation dont on est en train de parler. Et je vous rassure que si cette décentralisation était implémentée depuis que la Constitution a été mise sur pied en 1996, cette histoire de crise anglophone ne serait jamais arrivée. Donc ça, c'est la faute aux gouvernants, c'est la faute à ceux qui nous gouvernent. Voilà, toujours la faute au gouvernement. Je pense que, en fait, si on dit la faute au gouvernement, en fait, je ne saurais Pour le cas d'espèce, là, oui. on a pris des exemples, 22 ans, oui, le conseil... Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, c'est vrai que ça fait beaucoup, et donc je pense que, avec tout ce qui se passe actuellement, les membres du gouvernement doivent avoir un sursaut d'orgueil, hein. Moi je le dis tout le temps, parce que c'est quand on voit ça, il y a les mots qui nous manquent pour pouvoir défendre un certain nombre de choses. Est-ce qu'ils le peuvent? Parce que tous, dans leur discours, sur haute instruction, c'est comme s'ils attendent toujours que le président donne des instructions pour agir. C'est justement ce que j'appelle un sursaut d'orgueil. Ça veut dire qu'à un moment donné, qu'il faut qu'ils se mettent ensemble. Parce que tout à l'heure, je crois qu'on a dit dans certains médias qu'il y avait le gouvernement, les membres du gouvernement se désolidarisent entre eux, ils s'envoient des coups. Non, oui. C'est soit ce sursaut d'orgueil que de montrer qu'ils peuvent travailler ensemble et proposer, être une force de proposition pour le chef de l'État, le président de la République. Ne pas passer le temps à dire sur haute instruction. C'est vrai qu'il vous a donné des instructions, ça veut dire faites avancer le pays, faites des choses là-dessus. Donc il ne faudrait pas qu'on biaise la politique qu'il est en train de mettre en place. Donc ces hommes, et je le redis encore, ils doivent tout faire pour mettre en application ce qui a été décidé justement sur haute instruction du chef de l'État. Parce que le chef de l'État n'a jamais demandé d'attendre 22 ans pour quoi que ce soit. Ok, merci. Bonsoir Sylvestre Hippolyte encore. Bonsoir Serge Alain. Voilà, le journal de 20h, c'est dans un instant. 2 ou 3 escales qui feront l'essentiel du 20h. Présidentielle 2018, le candidat du social-démocrate affronte à cette élection. Joshua aussi, face à la presse, ce jour à Douala a dévoilé son programme politique dont l'axe majeur s'appuie sur des réformes visant le bien-être des populations au Cameroun. Nous en parlerons dans cette édition du 20h, mais il faut également rappeler que Serge Alain, c'est l'instant TV que tout le Cameroun attend ce soir. Joshua aussi, justement, le candidat du social-démocrate affronte la présidentielle de 2018 est l'invité de la vérité en face sur Equinox Télévision à partir de 21h. C'est une émission au cours de laquelle une personnalité est à bâton rompu avec 3 journalistes de la chaîne. Nous parlerons également du bilan dressé par les Nations Unies sur la sécurité routière au Cameroun. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU qui a remis un rapport au gouvernement camerounais interpelle les autorités camerounaises à fournir plus d'efforts puisque en matière de sécurité routière, le pays n'excelle pas dans le domaine. Le dossier de la rédaction ce soir va vous amener sur plusieurs axes routiers au Cameroun, notamment l'axe Bafoussam-Bamendi, dont l'affaissement depuis plus d'1 an continue de causer des misères aux usagers. Nous irons également dans l'arrondissement de Douala 4e, où la voirie urbaine également est dans un état de dégradation avancé. Un peu plus d'une semaine de la prochaine rentrée scolaire, les parents sont aux abois et pour cause, les manuels sont absents des librairies. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel du 20h de Sylvestre Hippolyte Zangaou. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief. Avec un intérêt, ce reportage de notre équipe, notre bureau de Bafoussam Bamendi, quelle impression? Disons que quand je regarde, c'est triste. C'est triste parce qu'il y a tout de même un retard sur la construction des infrastructures de ce côté-là. Et c'est vrai que lorsque je regarde la physionomie générale du journal, si je n'étais pas au Cameroun, je me dirais que rien n'a été fait. Pourtant, beaucoup de choses ont été faites. Mais je crois qu'il faudrait, et le chef de l'État est en train de le faire, mettre un vaste programme de construction des infrastructures routières qui vont permettre à ce que les départements, les arrondissements, les régions puissent être reliées, parce que ce que j'ai vu est assez triste et ce n'est pas seulement le cas, n'est-ce pas, de Babadjou, Bamendi, Bafoussam. Il y a aussi quelques
des arrondissements qui ont ces problèmes. Bien que les travaux, n'est-ce pas, des infrastructures sont en marche, parce qu'il y a aussi des routes, la route de Manfé, l'autoroute Douala-Yaoundé, l'autoroute de Simalène qui est en plein chantier. Et même vous avez aussi vu l'autoroute Congo-Wesso, Djoum-Samilima qui est en plein chantier. Bon, je crois qu'il faudra harmoniser. Vous avez parlé de cette route-là, vous avez parlé de Douala-Yaoundé, mais tous les jours, les populations descendent dans les rues pour arrêter, interrompre les travaux. Oui, il y a un problème. Oui, c'est tellement un problème de management, parce que vous savez, les Camerounais aussi, ils ne savent pas faire avancer la chose publique, parce que la route profite à tout le monde. Et c'est vrai aussi qu'il faudrait préparer tout cela avec les indemnisations. Mais voilà. Ce que je veux dire en fait, c'est que sur le plan global, n'est-ce pas, il y a ce qui est fait et ce qui mérite d'être fait. Et je crois que l'élément que nous avons vu, c'est ce qui mérite d'être fait. Mais il est aussi important de dire qu'il y a beaucoup qui est fait dans ce cadre-là. Voilà, en Sama, cette route, Bafoussam-Bamedjou. Je ne vais pas déroger. Vous êtes au Cameroun, vous dites que ça existe encore comme ça, des coins comme ça au Cameroun? Oui, je pense que ça existe. En 2018 quand on fait le Cameroun profond, hein, on tombe sur ce type de route, évidemment. Donc là, je ne sais pas si c'est le Cameroun profond, vous allez me dire non. Mais bien sûr, c'est pénible et pour être plus sérieux, c'est pénible et difficile pour les populations qui doivent se déplacer d'un point à un autre. Je crois que il faudrait effectivement, comme a dit André Luther, on accélère ce qui est en train d'être fait. Il faudrait accélérer ça et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu un désavouement d'un des ministres par un autre ministre qui voulait certainement aller un peu plus vite, l'autre voulait respecter les procédures. Donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On a envie de mettre la machine et tout. Bon. Peut-être maintenant il faudrait savoir pourquoi c'est plus cher, qu'est-ce qui se passe, quels sont les ingrédients qu'on a remis dedans, qu'est-ce qui fait peser l'addition tant que ça. Donc, mais je pense que nous devons, ici au Cameroun, penser nos responsables, et je le redis encore une fois de plus, les membres du gouvernement, ceux qui ont la charge, devraient avoir donc ce sursaut d'orgueil en voyant ces images. On sait que des choses ont été faites, sont en train d'être faites et vont être faites aujourd'hui. Et Casimir Tagné, ce discours-là vous convainc? Pourquoi a été fait? Il y a encore beaucoup à faire au regard de ces images. Vous avez pris l'exemple de la route Bamedjou, Bafoussam, oui. Mais plus proche de nous, nous venions d'avoir la route au niveau de Yassa qui a été coupée en deux et nous avons vu le calvaire des Camerounais. Pour surtout ceux qui voyagent entre Douala et Yaoundé. À l'heure où nous faisons cette émission, la route de Niala pour se rendre en Dokoti est pratiquement coupée en deux. Et cela ne dit absolument rien à personne. Vous allez prendre des exemples très loin. Mais dans le même journal, on a montré des images de la route au niveau de Bonabéry, où on ne sait plus si on est toujours dans la ville de Douala. Donc, je ne sais pas si les Camerounais n'aiment pas leur propre pays, parce que là où il faut même un simple camion de pouzzolane pour parer au plus pressé, pour que la route circule au moins, on ne fait absolument rien. Et nous sommes pratiquement à une dizaine de jours de la rentrée scolaire. Voilà un pays qui doit accueillir la CAN 2019. Rendez-vous à Bafoussam, vous allez voir les routes qui doivent accueillir la CAN 2019. La route qui passe de Banjoum pour aller au stade de Kouékon, qui est une route de contournement pour éviter les embouteillages de la ville de Bafoussam. Jusqu'à maintenant, on n'a même pas commencé. On a tout au plus déguerpi quelques maisons, quelques personnes. Je regrette, il y a même quelqu'un qui a perdu sa vie là-dessus. On a vu les images encore à Equinox. Oui. Mais jusqu'à maintenant, rien n'est fait. Donc, on ne sait pas. Même là où il y a le moindre effort à faire, on ne fait absolument rien. Et quand bien même on veut le faire, on nous fait croire que 9 km de route vont coûter 42 milliards de francs CFA. Alors qu'il a été démontré dans toutes les statistiques qu'un kilomètre de route coûte tout au plus 1 milliard de francs CFA. Ça veut dire que 9 km de route, c'est environ 9 milliards de francs CFA. Mais on nous dit que ça va coûter 42 milliards de francs CFA. Dans tout ça, on ne commence même pas, on ne fait rien. Même, je dis bien... Est-ce que c'est seulement la route qu'on doit aménager? Pas seulement.
Pas seulement, mais nous étions sur le domaine routier. Oui. Et nous savons toutes les récriminations que nous avons fait au niveau des stades. Je ne voudrais pas rentrer sur cette polémique. Comme l'a dit Sir Ange Sabat, les stades seront prêts le jeudi. Comme quelqu'un l'a déjà dit, il y a au plus haut niveau. Mais est-ce que les routes seront prêtes le jeudi? Comment faire? Ça, c'est la question. Comment faire pour que les routes soient prêtes le jeudi? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Je reste avec vous. Hein. Vous avez assisté à la conférence de Joshua Nambangui aussi, c'est bien cela? Exact. Il a dévoilé son programme économique, social et politique. Mais je vais commencer. Il y a quelques points que nous avons relevés. Je commence par la fermeture de l'École nationale d'administration et de magistrature. Pourquoi le candidat aussi veut la fermer? Je ne pense pas que je sois mieux placé pour expliquer le programme économique de Joshua aussi. Mais en tout reporter que je suis, j'ai pu capter quelque chose. Oui. Le programme de Joshua ici est articulé autour de 300 points. Mais alors, parce qu'il ne pouvait pas étaler tous les 300 points au cours d'une simple conférence de presse, il a choisi 24 mesures fortes pour 24 millions de Camerounais que nous sommes. Oui. Et justement, parmi ces mesures, il y a la fermeture de l'ENAM, cette école de la magistrature et de l'administration et la magistrature qui forment les magistrats, les conseillers, les administrateurs civils, c'est-à-dire les sous-préfets, préfets et autres, ainsi que les douaniers et les cadres des impôts. Des régies financières. Des régies financières, comme vous avez dit. Joshua aussi dit qu'il va la fermer. Et Joshua aussi est suffisamment clair. Il dit que c'est une école de la honte. La majorité de la honte de ce pays provient de cette école. Et il cite des exemples. Il dit que dans le monde entier, les 10 plus grands pays, les mieux développés du monde entier, ou même en Afrique, n'ont pas d'aidants. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, on doit croire que sans ENAM, on ne peut pas vivre? Il ne dit pas qu'il est contre les fonctions de magistrats ou bien d'administrateurs civils et autres, mais qu'il faudrait créer des instituts. Et même dans les facultés de droit et autres, on pourra créer des instituts ou alors chaque administration devra créer une école. La douane pourra créer une école pour la formation de ces hauts cadres de douane et ainsi de suite. Donc, vous avez pris cet exemple, il y a tellement d'exemples, mais il y a surtout, il faut retenir que le programme de Joshua aussi est basé sur le fédéralisme à 10 régions. Oui. Et qui dit fédéralisme dit multiplication ou alors délégation de pouvoir central au niveau fédéral. Et c'est là où moi, en tant que journaliste d'investigation, je me pose des questions sur la forme de l'État. Est-ce à dire que Joshua aussi voudrait réviser la constitution du Cameroun, que tout le monde est en train de décrire, que les Africains ont toujours tendance à réviser la constitution? Est-ce à dire que Joshua aussi voudrait réviser la constitution? Et si tel est le cas, sous quelle forme voudrait-il réviser la constitution? Par forme référendaire? Alors là, ce serait difficile d'organiser une élection immédiatement après l'élection présidentielle. Ce sera par ordonnance, comme il sera élu président, ou alors par l'Assemblée nationale, étant donné qu'il n'aura pas la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Donc, lui-même, Joshua aussi, est en train de s'enfermer dans une tour d'ivoire. Et j'ose croire que les journalistes de Kinox, qui doivent l'interviewer ce soir à la suite de cette émission, devraient lui poser des questions pour qu'il nous dise exactement comment est-ce qu'il veut procéder. Il y a beaucoup de choses dans son programme que je ne peux pas... Je vais passer la parole à Ange Sama sur cette... Pourquoi l'ENAM fait jaser, à votre avis? Déjà, on a l'impression... Au-delà même, parce que chaque fois, c'est le ministre de la fonction publique et le directeur de l'ENAM qui sont à couteau tiré. Pourquoi? C'est quoi le problème de l'ENAM? Avant que les politiques ne s'en mêlent. Vous savez que qui sort de l'ENAM, on peut dire un peu qui sort de l'ENAM contrôle le pays.
Parce que vous savez que tous ceux qui sont sortis de l'ENAM, c'est eux qui tiennent la magistrature, les magistrats, c'est eux qui tiennent la gestion des entreprises publiques, c'est eux qui tiennent le commandement, notamment les sous-préfets, c'est eux qui tiennent une grande partie de l'économie en termes de douane. Donc je pense que c'est, comme qui dirait, on dit que qui a l'information a le pouvoir, donc qui tient l'ENAM a, et pour pouvoir placer. Moi je pense que c'est un jeu qui se passe au niveau de cette gestion. Et puis donc la décision de Joshua Ochoa me fait sourire quand même, tout simplement parce que ça me rappelle il y a quelque temps un président de fédération qui avait demandé que le ministère des Sports soit dissous. Donc je pensais un peu à ça. Donc je pense qu'il y a quand même par moment, peut-être que l'ENAM effectivement, à un moment donné, a dévié un peu de son cours. Parce que quand j'étais à l'IRIC, il y avait un prof qui disait qu'à l'ENAM, on enseignait plutôt un certain nombre de choses plutôt qu'un autre. Donc je pense qu'il y a énormément de choses certainement à refonter au niveau de l'ENAM, mais qu'à dissoudre l'ENAM, je crois qu'il y a un pas qu'il ne faudrait pas encore franchir pour l'instant. André Luther, vous pensez de même que c'est trop posé de la part de Joshua aussi? Vous pensez à la fermeture de l'ENAM? Disons que c'est un homme politique qui est entré dans la persuasion, dans la séduction des Camerounais. Oui. Et en tant qu'homme politique, je crois qu'il voudrait lancer un message. Et il saisit au bon, n'est-ce pas, toutes les frasques, les problèmes, les détournements, la mauvaise image que l'école a renvoyée à travers, n'est-ce pas, ce qu'il incarnait dans la République. Et je crois que c'est sa façon peut-être à lui de dire qu'il y a un problème à l'ENAM. Et je comprends cette façon qui est une façon du populisme pour pouvoir, n'est-ce pas, attirer l'attention, n'est-ce pas, de tous ceux qui ont été peut-être frustrés ou qui ont eu, n'est-ce pas, à avoir un autre regard par rapport à la gestion de l'ENAM. Mais supprimer l'ENAM, je crois que c'est vraiment trop dire. Et je comprends dans la posture du président Joshua, c'est ça? Joshua Nabangui, la posture de quelqu'un qui est un peu habité par le technicisme, parce que je sais que peut-être comme il est dans la technologie, il est fait de technologie, et quelqu'un qui veut, n'est-ce pas, peut-être combattre les monopoles de pouvoir, parce qu'il faut dire que l'ENAM, c'est un monopole au niveau, n'est-ce pas, de la gestion des cadres. Mais il faudrait aussi qu'il essaie de voir l'équation, n'est-ce pas, j'allais dire l'équation du management, c'est-à-dire que ceux qui travaillent à l'ENAM, ceux qui enseignent à l'ENAM, comment ils seront redéployés, ceux qui ont des spécialités assez aiguës, comment ils seront déployés dans la République, et puis le fait aussi de démocratiser cette école, parce qu'automatiquement il y aura une école des administrateurs, ou alors peut-être qu'il va faire des facultés de management, mais il y aura une école des administrateurs. Comment elle sera gérée dans les États qu'il voudrait, n'est-ce pas, faire? Je crois que c'est pas possible ce qu'il veut faire. Il faudrait peut-être, il aurait fallu qu'il parle là, n'est-ce pas, de la réforme, n'est-ce pas, de cette école, d'un certain nombre de réformes sur le plan peut-être de la structuration, sur le plan du contenu et sur le plan, n'est-ce pas, de ceux qui doivent diriger cette école, mais la supprimer, je crois que c'est la technique de la terre brûlée, et c'est pas très important actuellement. Non, j'aimerais qu'on comprenne bien la pensée de Joshua aussi par rapport à la fermeture de l'ENAM. Il prend l'exemple d'un corps humain qui a un bras malade. Quand le bras est malade, il faut avoir le courage d'amputer ce bras. Mais on tente d'abord de le soigner. Oui, lorsqu'on sait qu'on n'arrive pas à soigner. Bah voilà, mais il n'est pas encore sûr qu'on puisse ne pas le soigner. Puisqu'il démontre que l'ENAM, la majorité des problèmes que nous avons au Cameroun proviennent des gens qui sortent de l'ENAM. Et il dit même que lorsque vous voyez un enfant qui a passé le concours de l'ENAM au jour d'aujourd'hui, il est impensable qu'il ait passé par son propre effort intellectuel. On a toujours l'impression que c'est un coup de pouce. Alors, pour supprimer tout cela, il propose de fermer l'ENAM, non pas pour non plus former les magistrats et autres. On est bien d'accord dessus. On crée des instituts de formation dans les facultés, dans les grandes écoles, et que c'est comme cela. D'ailleurs, il dit que dans les 10 meilleurs pays au monde, il n'y a pas d'ENAM. Donc, je voudrais qu'on le comprenne là-dessus avant de faire toutes sortes de commentaires. J'aimerais bien le comprendre. Et
Ça, c'est celui qui a fait les humanités, le sociologue. Est-ce qu'en fermant l'école, est-ce qu'il va changer la mentalité? Va changer la mentalité, le comportement, la perception de Cameroun, la façon qu'ils agissent dans la société. Je crois que s'il fait un mauvais diagnostic, il va certainement avoir de mauvais effets. Parce que la mentalité du Camerounais, à un certain moment, avec le capitalisme aidant, c'est le fait de l'accumulation. François Bayard parle de l'éthos de la mendication, c'est-à-dire la politique du ventre. Et cela, pour que cela puisse se redresser, il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, un réarmement moral. C'est-à-dire qu'on essaie, n'est-ce pas, beaucoup plus de travailler sur le comportement, sur la vision d'un leader qui va changer les mentalités. Ce n'est pas une affaire d'école, parce que si on ferme l'école, effectivement, cela peut se reproduire dans les États qu'ils voudraient mettre. Encore que les États, c'est encore pire, parce que dans les États, là, c'est l'autochtonie, et dans l'autochtonie, on peut fabriquer n'importe quoi et avoir n'importe quelle politique. Ok, autre mesure, Casimir Désiré Tagné parle de délocalisation du chef-lieu de la région du centre pour une autre localité. Et ça, il y a un problème. Ça, c'est également une autre mesure forte que le candidat du SDF est en train d'annoncer, parce que, d'après lui, la capitale Yaoundé est la capitale politique du Cameroun, et en tant que telle, lorsque on sait que c'est également la capitale régionale du centre, c'est un peu trop lourd pour la seule ville de Yaoundé. Alors il propose, il ne voudrait pas que ce soit il voudrait pas que ce soit lui qui donne le nom de la future région, capitale de la région du centre. Il dit même qu'il faudrait passer par un concours pour que les villes, c'est-à-dire tout ce qui entoure Yaoundé, Monatélé, Soa et autres, fassent un concours, parce qu'il faudrait donner la possibilité de pouvoir accueillir toutes les institutions qui formeraient la région du centre. Parce que si on décide d'un tour de bras que ce sera Monatélé, que ce sera Soa ou autre, on peut être buté au fait qu'il n'y a pas suffisamment d'espace en termes terriens pour accueillir les infrastructures et tout ce que cela comporte. Donc ça, c'est encore une autre annonce forte de ce candidat Joshua aussi, et je souhaite également qu'il lui-même s'explique ce soir pour nous donner des détails de ce programme-là, tout comme il faudrait qu'il s'explique sur le SMIC, qu'il voudrait qu'il passe de 36 000 actuels à 160 000, et c'est le jeune enquêteur qui lui a posé la question de savoir aujourd'hui si ce n'est pas un programme utopique. Étant donné que, mais il dit que ce n'est pas du jour au lendemain, qu'il ne faudrait pas s'attendre que dès qu'il est élu le 7 octobre, il donne un délai de 5 ans, donc il va revaloriser le SMIC d'année en année pour atteindre le pic de 160 000, tout comme il va doubler le salaire des fonctionnaires, qui va passer du simple au double, mais au bout de 5 ans. Bon, mais pour le SMIC, je voulais dire pour le SMIC, rapidement, vite fait, je crois que ce n'est pas une innovation, parce que je pense que le SMIC est en train d'évoluer. Donc, s'il doit évoluer à 160 000 dans les 5 ans, je pense que le gouvernement en place est en train de faire augmenter le SMIC progressivement. On est passé de, je crois, de 20 000, 26 000 à 36 000 maintenant. Déjà. Et je crois que peut-être dans le chef de l'État... Dans 5 ans, on peut atteindre 160 000 ? Mais bien sûr, le chef de l'État avait demandé que ce soit revu en plus à la hausse encore en ce moment, quoi. Donc, je vous ai vu, vous vouliez... Oui, pour la capitale, je crois que Joshua aussi vient de perdre un très grand électorat. Comment ça? L'électorat du centre-sud-est. Il vient de perdre cet électorat parce qu'on a l'impression qu'effectivement, il ne veut pas faire avec ce grand groupe. Et c'est pour ça qu'il délocalise la capitale. Voilà un peu l'impensé du discours, de ce qui se cache derrière tout ça. J'espère qu'il prendra la pleine mesure de ce qu'il est en train de dire. Mais je vais l'informer parce qu'il faudrait qu'il sache que Yaoundé est la capitale du Cameroun. C'est pas seulement parce que c'est une belle ville, c'est parce que c'est la seule ville qui a 7 collines comme Jérusalem. Et je voudrais aussi l'informer en lui disant que c'est une capitale stratégique en termes de pouvoir, parce que pour faire un coup d'État ou pour déstabiliser la capitale, il faut faire du chemin. Et en faisant du chemin, effectivement, on peut bloquer la rébellion. C'est les Allemands qui avaient choisi. C'est pour ça que c'est au centre. Et toutes les villes limitrophes au pays du Cameroun, notamment les villes balnéaires comme Kribi, la mer, ainsi de suite, ça peut être assez dangereux
pour les institutions. Donc il faut bien qu'il réfléchisse. Et c'est pour ça que pourquoi il m'interrompt? J'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris. Mais pourquoi il m'interrompt? Il ne dit pas qu'il va délocaliser la capitale politique du Cameroun. C'est ce qu'il a dit. Non. C'est ce que moi j'ai suivi. Non. Il va délocaliser le chef-lieu de la région du centre pour que Yaoundé ne soit plus engorgé, la capitale politique. Moi j'ai compris ça politiquement. Toi tu ne fais pas la politique. Tu ne fais pas la politique, Casimir. Moi j'ai compris ça politiquement. Il vient de perdre l'électorat. Et je suis en train de vous dire que c'est une capitale stratégique sur le plan spirituel et sur le plan géostratégique de la sécurité d'un chef d'État. Ok. On va terminer avec le sport. La CAN, la Coupe du Monde 2030, Joshua aussi aimerait que le Cameroun co-organise la Coupe du Monde 2030. Oui, c'est même la pensée de tous les Camerounais, parce que ce serait une bonne chose que après la CAN 2019 que nous allons organiser l'année prochaine, que dans quelques années, nous prétendions déjà organiser une Coupe du Monde. Pourquoi pas? L'Afrique du Sud a organisé la Coupe du Monde, la première et l'unique qui s'est tenue en Afrique. Si le Cameroun, qui est pratiquement le pays le plus titré de l'Afrique, ne peut pas déjà prétendre à cela, je crois que ce serait plutôt avoir une myopie en matière de sport. Mais Joshua aussi croit, dur comme fer, que le Cameroun ne peut pas organiser seul une Coupe du Monde, qu'il faudrait s'associer avec 2 ou 3 pays. Et son explication vient du fait qu'aujourd'hui, les Coupes du Monde sont généralement co-organisées. Vous avez vu que la prochaine Coupe du Monde va être organisée par le Canada et les États-Unis, et qu'il dit que la Coupe du Monde 2030 aura comme candidat le Maroc, qui voudrait co-organiser avec l'Algérie et la Tunisie. Il serait impensable que le Cameroun aille en rang seul et que ça pourra être un handicap pour qu'on perde cette organisation-là, et qu'il souhaite que l'on se retrouve autour de lui pour vivre la finale de la Coupe du Monde en 2030 au stade Paul Biya à Olembe, à Yaoundé, que de se retrouver plutôt en Algérie, parce que nous aurons perdu cette co-organisation-là. Voilà un peu résumé l'idée de Joshua aussi par rapport à la Coupe du Monde 2030. Voilà, Casimir parle du stade Paul Biya en 2030. Là, il va récupérer son électorat, je sais aussi. Non, bon, disons qu'il faudrait pas qu'on pense que, comme moi je suis du ADPC, parce que c'est connu, que je suis de mauvaise foi. C'est bien d'être ambitieux. Si en 2030 il veut faire une Coupe du Monde, tant mieux, c'est bien. Et puis, il a dit qu'il va doubler le salaire des fonctionnaires. C'est bien. Bien qu'il faudrait qu'on sache d'où viendra tout cet argent et comment cela sera déployé. Je crois qu'il va expliquer cela. Il n'y a pas que des mauvaises mesures qui sont dans ce qu'il voudrait faire. Et vous savez, tous aiment le Cameroun, hein. Je crois que tous ce sont des enfants du Cameroun qui aiment le Cameroun. Mais le problème, c'est qu'en politique, il faut être réaliste. Il faut donner des mesures réalistes et non, n'est-ce pas, de vendre la poudre de perlimpinpin aux Camerounais. Donc, il y a des mesures dont moi j'ai trouvé un peu irréalistes. Il y en a qui, je pense, qui peuvent faire sujet à débat et qui peuvent prospérer. Voilà, on va rester dans le sport. Dans le sport. Voilà, cette Coupe du Monde rêvée par Joshua aussi. Non, c'est bien. Au moins, c'est pas de l'utopie, non? Non, c'est pas 2030, on peut espérer. C'est pas de l'utopie, parce que je pense que si nous sommes un pays émergent en 2035, je pense que, et comme je l'ai dit, quand j'étais au niveau de la Fédération d'athlétisme, l'émergence doit se faire avec le sport. Donc je pense que organiser une Coupe du Monde en 2030 fera partie donc de l'atteinte de l'émergence en 2035. Et comme je le redis encore, certains penseront que c'est une tautologie ou une répétition que je vais faire, mais dans la vision de la politique sportive que nous avions, je prends le cas notamment de l'athlétisme par exemple, on a ambition d'organiser aussi une Coupe du Monde d'athlétisme. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a toutes des idées qui ne sont pas toutes nouvelles, qui viennent de là, mais ce sont des idées qui sont pensées, qui sont pas neuves, qui sont dans le tiroir. On attend de les sortir progressivement. Nous avons repris 1972, c'était la dernière CAN que nous avons organisée. Donc nous revenons dessus, nous disons que nous allons organiser la CAN. Maintenant, évidemment, pourquoi ne pas organiser la Coupe du Monde? Et bien sûr, peut-être pas seul, parce que c'est une très très grosse machine qu'il faudrait le faire, mais je pense que c'est bien. Va-t-il gagner l'électorat de ce côté? Est-ce que nous ne gagnons pas, les autres candidats n'ont pas pour ambition aussi d'organiser une Coupe du Monde dans quelques temps? Donc je pense que l'idée est bien, mais elle n'est pas novatrice.
Ok, un autre point, Casimir Tagné, éducation gratuite et obligatoire, suppression des frais d'université. C'est déjà fait. Oui, mais c'est déjà fait dans les textes, mais pas sur la réalité. Tout autre. Lorsque vous allez sur le terrain, vous allez vous rendre compte que l'éducation n'est pas gratuite dans les écoles publiques au Cameroun. Et là, Joshua aussi prétend rendre l'éducation gratuite pour tous. Il prétend également rendre les universités d'État gratuites et il prétend également donner la santé pour tous à la mère et à l'enfant jusqu'à l'âge de 2 ans. Il voudrait également créer une couverture sanitaire à concurrence de 500 000 francs par tête et contre 1000 francs par ménage, 1000 francs par tête d'habitant, quelque chose comme ça. Donc il a suffisamment de mesures qui sont peut-être, c'est là où je voudrais joindre un peu André Luther, pour la plupart, ce n'est pas des mesures qu'on peut implémenter du jour au lendemain. Il va falloir prendre du temps. Et déjà, nous lui souhaitons bon courage. Peut-être la chance qu'il a, c'est qu'il est jeune et c'est pratiquement les jeunes qui vont aller voter. Espérons tout le bien qu'on peut penser de lui. Espérons que lui-même pourra nous en dire plus, étant entendu qu'il est l'invité de votre émission tout à l'heure à partir de la vérité en face dans quelques secondes. Oui, après nous. Mais ce que ce que je voulais dire par rapport justement à la gratuité de l'école, et puis je crois que André Luther était en train d'amorcer en disant que c'est quelque chose qui est déjà fait. Donc nous revenons à la sempiternelle question du changement des mentalités. Alors, est-ce que on va implémenter, quand il va mettre ça sur pied, en fait, quand il va continuer, ce qui a déjà été fait, les moyens qu'il faudrait, c'est comment faire avec les mentalités. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, les différents responsables n'auront plus envie de surbonder les classes, de faire qu'on paye des sous qui ne devraient pas être payés? Donc, telle est la question. Est-ce que l'école est gratuite? Bon, maintenant, il faut savoir, l'école, sur les papiers, comme on dit, c'est gratuit. Maintenant, les mentalités de ce qui se passe sur le terrain, comment ça se passe? Est-ce que il aura la capacité, à un moment donné, d'avoir des hommes totalement neufs? Est-ce qu'il va faire du nihilisme? Mais ça prendra certainement du temps, le temps que c'est en train de prendre maintenant. Vous savez que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Non, bon, je me dois quand même de dire qu'il est sur les plates-bandes du président Paul Biya qui le fait depuis, parce que l'école primaire est gratuite, l'université c'est 50 000. Vous vous imaginez comment quelqu'un disait si l'école est chère, c'est l'ignorance. Vous vous imaginez que vous avez un cycle de licence à 150 000 francs, c'est tout à fait donné. Et je rappelle que tous ceux qui sont les enseignants qui sont mis à la disposition des jeunes chercheurs, ils sont payés, ils sont automatiquement payés. Le prix du restaurant des étudiants à 100 francs et complété à 400 francs et le 50 000 complété à près de 200 000 francs, dont l'État est en train de le faire. Et puis sur le plan de la santé, les vaccins des nourrissons sont tout à fait gratuits. La tuberculose est soignée gratuitement. Les VIH, les trithérapies sont pris en compte par, n'est-ce pas, l'État. Donc je crois que le président Paul Biya fait quand même des efforts dans le sens de l'éducation et dans le sens, n'est-ce pas, de la santé. C'est vrai qu'il y a le problème de la couverture de la santé, et je crois que là il y a des réflexions qui doivent être faites à ce niveau-là. Peut-être qu'il peut apporter des propositions, mais pour ce qui est de l'éducation, je crois que le président c'est vraiment complet. Ok, merci Casimir Désiré Tagné d'être venu. Oui, je ne voudrais pas que l'on parte de cette émission en pensant que tout a été fait par Paul Biya. Il faut se rappeler que tous ceux qui dirigent ce pays ont fait l'université de manière gratuite. Ils avaient en contrepartie même une bourse. Et puis sur le plan de la santé, contrairement à ce qu'André Luther a dit là tout à l'heure, n'oublions pas le scandale de Matékel. N'oublions pas que nous avons des mamans qui sont retenues dans les centres de santé tout simplement parce qu'ils ont fait des césariennes et n'ont pas pu régler la note. Donc il y a tellement de choses à faire et c'est toutes ces choses-là que Joshua aussi veut faire. Et espérons, même si Joshua aussi n'est pas élu, il aura au moins boosté la mentalité des gouvernants camerounais qui savent qu'il y a des choses qui ne sont pas faites et qui pourront le faire. André Luther?
Non, je crois que c'est la concurrence politique. Ce que moi je peux demander aux Camerounais... Programme contre programme. Oui, c'est de faire confiance au chef de l'État, parce que c'est un sage et il a amorcé un certain nombre de travaux sur le plan infrastructurel, sur le plan de la santé, et je crois qu'il va surprendre beaucoup les Camerounais d'ici quelques jours. Je reviens avec vous, Casimir Désiré Tagné. Joshua aussi annonce 20 ministères tout au plus. Comment est-ce possible? Oui, mais en France, on a moins de 20 ministères. Moi, je crois même que 20 ministères, c'est encore pléthorique. On est à 65 ministères et des ministères inutiles. N'oublions pas que dans sa pensée, il est dans le fédéralisme. Il n'est pas dans l'état actuel, dans la configuration actuelle de l'état tel que nous connaissons. Il est dans le fédéralisme. Ça veut dire que on va garder les ministères de souveraineté au niveau fédéral. Et puis, les États fédérés... Vous savez quand même que ça coûte très cher, hein, le fédéralisme. Les gouvernements locaux, les parlements locaux, énormément cher. Et c'est un plan B pour l'amorce vers les sécessions. Hein, parce que dès lors que ça ne va pas, on monte le drapeau. Merci, cher monsieur. Je vais aller de l'autre côté du studio pour Cédric Fele qui est avec les panélistes, ceux qui vont l'accompagner. Et vous voyez là, Joshua Nambanki, aussi, candidat SDF à l'élection présidentielle le 7 octobre prochain. Ce soir, il est en face de 3 journalistes de la rédaction centrale Equinox Télévision, Cédric Noufélé, Mimi Mefo et Duval Fangwa, qui vont s'entretenir avec lui. Il va dévoiler une fois de plus pour vous le programme, son programme économique, social et politique, bien évidemment. Joshua Nambanki aussi, tout à l'heure dans La Vérité en face. C'est tout à l'heure après cette émission. Voilà. Merci d'être venu, Casimir. Merci à vos téléspectateurs. Nous espérons qu'ils ont été comblés par la masse de scoops que nous avons dans nos investigations et que la prochaine fois nous serons toujours là. Merci également à Ansama d'être passé. Merci de m'avoir invité. Merci aux téléspectateurs d'avoir pris la peine de nous suivre. Et ce que je demanderai seulement aux membres du gouvernement actuel, c'est de continuer le travail qu'ils ont commencé, d'avoir ce sursaut d'orgueil dont je parle, afin de pouvoir implémenter la politique et la vision du chef de l'État, M. Paul Biya. Ok. André Luther, Meka, merci d'être venu également. Disons que je prendrai cette campagne comme un brainstorming, où nous allons certainement recueillir de bonnes idées, et je crois qu'ils vont se rassembler autour du président Paul Biya pour implémenter cela, parce que c'est l'homme qu'il faut pour ce Cameroun qui est à une phase très décisive, et les Camerounais savent ce qu'il faut faire ce jour-là. Voilà, madame, monsieur, ne quittez pas dans un instant, tout de suite après Equinox Soir, La Vérité en face. Joshua Nambanki aussi dit la vérité à 3 journalistes Equinox Télévision, Cédric Noufélé, Mimi Mefo et Duval Fangwa. Rediffusion Equinox Soir, 23h GMT, il sera minuit à Bamendjou.